Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 140e épisode de Finances fondamentales. Content d'être avec vous ce matin pour répondre aux questions de 5 personnes auditrices. Première question vient de Pierre. Salut, tout d'abord, good job pour ton podcast. Je suis abonné depuis presque le début, félicitations. J'ai une petite question pour toi si jamais tu connais la réponse. J'ai capé mon maximum avec mon CELI. Et là, exemple, sur le site de l'ARC, mon maximum déductible au titre de REER pour 2023 est à 21 000 environ. Donc, son CELI est plein. Puis il y a 28 000 $ de disponibles sur son REER. Est-ce que ça signifie que pour 2024, je peux cotiser au maximum à la hauteur de 21 000 $ sans pénalité à mon REER? Et si dans le cas que j'excède ce montant-là, je suis imposé à 1% par tranche de 2 000 $ ou de quoi du genre, mais ça reste pas tout de même plus avantageux que de prendre des placements hors CELI ou REER et être imposé à 50% des gains sur les capitaux, sur le gain capital? Bref, merci de prendre le temps de me le dire. De me lire. Et si je suis pas clair, n'hésite surtout pas pour me réécrire. Je serai pas offusqué si tu me donnes pas de suite. Merci encore, Pierre. Donc, je répondais à Pierre, merci pour les bons mots et désolé pour les délais avec les journées de congé des filles à la maison pour l'été. Mes trucs avancent moins vite que prévu, donc mes réponses aux questions aussi. Donc, pour sa première question, oui, tu peux cotiser 21 000 $ sans pénalité. Vérifie si ça te permet d'optimiser tes avantages fiscaux ou bien si t'es mieux de diviser ce montant sur 2 années différentes. Pour ta deuxième question, non, tu ne devrais jamais dépasser le montant permis pour tes REER. En plus des pénalités, le gouvernement ne va pas te donner les avantages du compte. Par exemple, tu ne profiteras pas de la réduction fiscale avec le REER. En plus, tu auras une pénalité. Donc, c'est toujours mieux de trouver d'autres options quand tes comptes avantageux au niveau fiscal sont pleins, comme le CELI, le REER. Donc, tu peux aller vers du non-enregistré, tu peux aller vers une assurance vie, de l'immobilier, des prêts privés, mais trop cotiser au REER n'est jamais une bonne option pour sauver de l'impôt parce que le gouvernement est pas niaiseux, il va pas te donner ta réduction d'impôt si tu vas au-delà des montants qui sont permis. Donc, je disais bonne réflexion, Pierre, et merci pour ta question. Deuxième question, c'est Félix. Salut, je me demandais comment tu planifiais tes grosses dépenses. Par exemple, tu as une voiture de 25 000 à prévoir, qu'est-ce que tu fais? Selon ma compréhension, tu gardes 1 500 de base et tu investis le surplus. Mais quand tu as des grosses dépenses, est-ce que tu piges dans ton CELI? Mon CELI, moi, me servirait de compte pour toutes mes grosses dépenses dans ma vie. 10 000 $ minimum, donc comme les voitures, toitures, rénovation majeure de maison, etc. Il dit qu'il souhaite donc mettre toutes les épargnes dans son CELI et piger dans le CELI quand il y a des gros projets. À ses 65 ans, s'il obtient une moyenne à peu près de 4% de rendement, là, assez pessimiste selon lui, il me resterait tout de même 300 000 $ incluant toutes les fois que j'ai retiré pour mes grosses dépenses de vie et j'aurais 600 000 $ en REER. Autrement dit, ce serait des intérêts, des rendements composés qui auraient financé mes projets. T'inquiète pas, je compte planifier mes retraites CELI adéquatement pour pas être pénalisé. Je veux pas prendre de prêt en sachant que je possède la liquidité. Je disais, salut Félix, je suis pourri dans la planification des dépenses, mais vraiment pourri. Ce que je fais jusqu'à maintenant, c'est voir la dépense arriver quelques mois avant et placer ça dans cash.to. À l'époque, maintenant, c'est dans ZMMK, mais j'ai répondu à Félix il y a plus d'1 an. Le problème, c'est que ça ruine ma stratégie de placement régulier parce que je peux pas mettre 2 500 par mois pendant 6 mois puis plus rien pendant 3-4 autres. J'étais assez économe de nature, donc je me fiais, v'là quelques mois, 1 an à peu près, je me fiais juste à investir ce qui restait à la fin du mois dans mon compte, ce qui m'amenait quand même toujours un peu plus de 30% d'épargne. Ce que j'ai fait depuis le début de l'année, vous en êtes rendu compte là, dans les bilans. Maintenant, c'est 1 500 $ par mois vers mon CELI et le reste va vers le fonds d'urgence ou les projets court terme. Donc, je me suis assis avec ma blonde il y a quelques mois. On a identifié les principales dépenses à venir. Ma stratégie, c'est donc maintenant d'instaurer des virements automatiques pour mon investissement régulier de 1 500 $ et le reste va vers une partie vers des projets court terme et l'autre partie pour me gâter si je suis capable de le faire. Donc, il y a X dollars par semaine qui vont vers le fonds d'urgence. Un coût qui est à 5 000 $ dans mon CELI, dans ZMMK. À l'époque, c'était cash.to, là, mais là, maintenant, c'est ZMMK. Quand il est à 5 000, j'arrête les virements automatiques vers le fonds d'urgence. Ensuite, X dollars par semaine vers mon CELI, donc 1 500 par mois plutôt. X semaines par les filles pour le REER, plus l'assurance vie permanente avec participation.
Ça, honnêtement, c'était prévu, mais je l'ai pas fait. Ce que je fais pour le REP et l'assurance vie avec participation, je place ça dans ZMMK, dans mon CELI, là, au même titre que mes dépenses court terme puis mon fonds d'urgence. Je sais qu'il y a combien pour chaque projet, là, mais c'est tout dans le même produit. Et même chose, là, justement, pour les projets court terme, long terme, c'est dans le CELI en ce moment. Bien sûr, quand j'aurai plus de place dans mon CELI, le fonds d'urgence, par exemple, va être dans le non enregistré. Et les projets court terme, au fur et à mesure également, vont être déplacés vers le non enregistré pour que ce qui est dans le CELI, ce soit du long terme pour maximiser les rendements. Donc, en gros, je souhaitais automatiser le tout. J'ai pas nécessairement réussi, mais moi, c'était surtout dans l'objectif d'apprendre à dépenser l'argent qui restait là, après le 20% d'épargne puis les choses pour mes filles. Là. Une fois que tous tes pourcentages sont déterminés pour chaque type de compte de projet et que le FNB qui correspond à ce compte-là et à l'horizon de temps pour le projet va être déterminé aussi, tout ce qui va rester dans ton compte, ça va être pour te gâter. Donc, moi, j'ai de la misère à faire ça en ce moment, mais j'en ai parlé dans le livre Die with Zero là, de Bill Perkins. Donc, en ce moment, c'est facile pour moi, mon CELI, il n'est pas plein. Donc, quand il va l'être, possiblement l'année prochaine, bon, mes projets, comme j'ai dit, court terme, fonds d'urgence, vont être dans du non enregistré. Donc, pour répondre à ta question, là, Félix, c'est pas. Je ne suis pas un modèle à suivre là, en termes de planification de dépenses. Là. Avant, c'était terrible. Là. Je mettais comme 3000 par mois dans mes investissements, puis j'avais plus rien pour. Ben, pas que j'avais plus rien, là. Mais je me dis, OK, dans 3 mois, on va acheter telle chose, je vais commencer à mettre un peu d'argent là-dedans, mais c'était pas régulier. Ça faisait en sorte qu'il y a beaucoup de mois que j'investissais beaucoup d'argent, puis des fois, pendant 3-4 mois, j'investissais plus rien. Donc là, maintenant, comme j'ai dit, c'est 1500 et tout le reste va vers fonds d'urgence, dépenses, personnelles agréables et des projets court terme, moyen terme là, et long terme. Fait que c'est vraiment ça, comme ça que je fonctionne. En fait, pas long terme parce que tout ce qui est dans ZMMK, pour moi, c'est 3 ans et moins. Là. Puis après ça, les autres projets plus longs que 3 ans, j'ai un horizon de placement plus long, donc je prends plus de risques un petit peu que ZMMK, mais quand c'est en bas de 3 ans, comme j'avais dit dans l'épisode 116, j'y vais dans ZMMK. Troisième question, Maëlie Jade, elle me dit, premièrement, je voulais vous remercier pour votre podcast, il m'aide énormément, il m'en apprend beaucoup. J'avais une petite question pour vous si vous avez le temps. J'ai 21 ans, je suis étudiante. J'ai 23 000 dans mon CELI et 10 000 dans mon CELIAP. Bravo, c'est vraiment bien à 21 ans. Elle dit qu'elle hésite beaucoup si elle doit plutôt prioriser son CELI parce qu'elle dit qu'elle fait pas beaucoup d'argent et prioriser plutôt son CELIAP quand elle va entrer sur le marché du travail après ses études pour gagner, mais quand elle va gagner un vrai salaire. Donc, en gros, est-ce que je devrais en ce moment cotiser CELI parce qu'elle n'est pas capable d'avoir 8 000 par année là, pour son CELIAP ou aller tout de suite dans le CELIAP? Donc, pour s'acheter une maison plus tard en jumelant avec le RAP éventuellement, elle me demandait qu'est-ce que j'en pensais, CELI ou CELIAP. Bon, ce que je répondais d'abord bravo, là, parce que, comme je viens de dire, là, je disais bravo d'avoir 33 000 d'épargne à 21 ans. Je disais qu'elle est en avance sur 99% du monde probablement, dont moi à cet âge-là. Là, j'étais très loin du 33 000 Donc, pour sa question, j'irais définitivement dans son cas avec le CELIAP qui offre les mêmes avantages qu'un CELI, mais en plus, elle a des crédits d'impôt. Ce qui est beau avec le CELIAP ou même le REER, c'est que tu peux repousser l'avantage fiscal là, de déduire tes impôts plus loin dans le temps. Donc, lorsqu'elle aura un salaire plus élevé. Donc, mettons qu'elle cotise 8 000 cette année dans son CELIAP et qu'elle fait 30 000 par année. C'est comme si elle avait fait 22 000 de salaire. Par contre, elle peut décider de repousser cette déduction-là dans 5 ans quand son salaire va être plus élevé. Donc, je disais de vérifier avec la personne qui fait ses impôts là, pour être sûr de bien décaler tout ça dans le temps. Donc, quand elle va faire, par exemple, on va dire 80 000 dans 5 ans, ben, elle va pouvoir déduire le 8 000 qu'elle a mis là dans 5 ans lorsqu'elle fera 80 000 au lieu de le faire maintenant quand elle fait 22 000 Donc, je lui souhaitais une bonne soirée après tout ça. Salut, ici Xavier Courchaine, fondateur de l'entreprise Zéro Frais de Gestion. Mon but dans la vie, moi, c'est d'aider les gens à devenir des investisseurs autonomes en bourse. Je viens tout juste de lancer ma nouvelle formation « Deviens investisseur autonome en 14 jours ». Cette formation-là regroupe toutes mes connaissances des 6 dernières années d'études en finance, d'investissement autonome et d'avoir lu tous les livres possibles sur les finances personnelles. Dans cette formation-là, je te prends littéralement par la main pour que tu deviennes un investisseur autonome à succès. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as seulement à m'écrire un message sur l'une de mes plateformes dans les notes de l'épisode. Question numéro 4 de Yacine.
Donc, Yacine, j'ai déjà mes réponses à travers les questions parce qu'il y en avait plusieurs, donc je vais bien distinguer la question et les réponses. Donc, Yacine me disait merci pour tous les efforts que tu mets dans tes podcasts, sont vraiment super enrichissants. J'apprécie particulièrement les résumés de livres, mais j'ai une idée de sujet qui pourrait être intéressant pour un futur podcast. Je disais merci. Il m'écrivait, je suis confronté à un défi que peu de gens abordent, comment gérer les finances quand on vient d'arriver au Canada avec des enfants. Quand je suis arrivé ici, ma fille avait 6 ans et j'ai ouvert un RE pour elle. Donc là, ce que j'écrivais, c'est, je disais, je tiens à préciser, je disais de double vérifier tout ce que je dis ici dans les prochaines réponses parce que j'ai jamais lu sur le sujet des finances lorsqu'on est migrant ou écouter des trucs sur les podcasts. Donc, en effet, c'est un sujet qui est sous-exploité, donc assurément très intéressant. Mais pour répondre à Yacine, en fait, j'ai lu. Donc, je suis allé fouiller sur les sites de l'ARC. Donc, c'est pas mon expertise. Je fais juste rapporter ce que j'ai compris, interprété des écrits gouvernementaux. Mais est-ce que je comprends bien leurs règles? Je ne sais pas encore. Donc, vraiment double vérifier là, ce que je vous dis aujourd'hui pour la réponse à Yacine. Donc, Yacine me demandait, est-ce que je peux rattraper les cotisations manquées des années précédentes dans le RE si j'habitais pas au Canada? Donc, ce que je lui ai répondu, non. Les droits de cotisation pour le RE commencent à s'accumuler à partir de l'année que l'enfant devient résident canadien. Donc, si l'enfant n'est pas résident canadien, il n'y a aucun droit de cotisation qui est donné. Lorsque l'enfant devient résident canadien, c'est un petit peu comme s'il venait de naître au Canada. Les droits de cotisation s'accumulent et tu as le droit d'atteindre le maximum permis là, par les subventions. Il me demande, et si j'ai déjà maximisé tous les comptes, REER, RE, CELIAP, qu'est-ce que je fais après? Donc, je disais d'abord bravo Yacine d'avoir maximisé tout ça déjà. Ensuite, il y a différentes options. 1. Investir dans un compte non enregistré, donc il n'y a aucun avantage fiscal, mais ça permet tout de même d'investir sur le marché boursier. 2. Investir dans l'immobilier. 3. Faire des prêts privés ou utiliser une assurance vie participative. Donc, j'ai invité Yacine à voir l'épisode 68, notamment, et l'épisode 116 aussi, là, où je discute notamment de 15 options une fois que ton REER et ton CELI sont pleins. Il existe d'autres façons d'investir quand le REER, REER, CELI, CELIAP, c'est tout plein, là. Mais c'est les principales façons que j'ai trouvées, en fait, pour investir. Donc, pour mes filles, moi, je vais justement vers l'assurance vie participative, comme j'en ai parlé dans quelques épisodes. Sinon, peut-être rembourser l'hypothèque plus vite aussi, à 5%, avant d'aller vers du non enregistré. Après ça, ben, une fois que la maison est payée et tous les bons comptes sont pleins, peut-être profiter un peu de ses sous aussi. Yacine avait d'autres questions plus spécifiques. Donc, la première, si j'ai la capacité de mettre plus que 2500 dans le run de ma fille, disons 50 000, est-ce que ça vaut mieux le faire tout de suite plutôt que de laisser ça dans un compte en attendant les subventions de l'État chaque année? Ce que je disais, c'est non. Si tu mets 50 000 en une fois, le maximum permis va être atteint et tu profiteras, tu vas juste profiter d'une année de subvention. Ça serait vraiment une mauvaise idée. En fait, le montant maximal pour les subventions, c'est 36 000. Avec 36 000 tu vas aller chercher toutes les subventions possibles selon tes droits de cotisation, bien sûr, il faut calculer ça. Mais l'objectif, c'est de répartir 2 500 par année jusqu'à temps que tu atteignes le 36 000. Le 50 000 que tu me parles, c'est le montant total maximal. En termes de cotisation, bien sûr, pas avec les rendements et les subventions. Il y a donc un 14 000 de lousse là, qui est permis, qui ne donne pas accès aux subventions, mais qui peut être cotisé. Donc, tu peux cotiser 36 000 à travers les 14-15 premières années de vie ou de résidence de ton enfant. Et il y a un 14 000, en effet, que tu pourrais mettre à n'importe quel moment. Ce 14 000-là, si tu le mets tout de suite, ben ton enfant va profiter des rendements immédiatement si tu ne trouves pas d'autres endroits meilleurs là, pour placer ce 14 000-là. Mais ensuite, ça va demeurer 2 500 maximum par année jusqu'à ce que tu atteignes le 50 000 de cotisation au total. Mais non, on ne met jamais 50 000 d'un coup au début parce que sinon, tu as déjà ton montant de cotisation maximal qui est atteint et tu as juste profité d'une année de subvention. Tu n'auras plus le droit de profiter des autres années de cotisation. Donc, si tu veux mettre de l'argent tout de suite là-dedans, ça peut être une piste intéressante, mais seulement le 14 000 et ensuite, tu rattraperas le 2 500 de tes enfants jusqu'à temps que le 36 000 de cotisation accessible pour les subventions soit fait. Demande ensuite, et si je décide de quitter le Canada, est-ce que je peux continuer à cotiser au RE? Si oui, à quel compte? Bon, là, j'ai lu sur le site de l'ARC, là, c'était pas une réponse que je connaissais. Donc, ce que j'ai lu, c'est si le bénéficiaire, donc l'enfant, devient non résident, les cotisations futures peuvent être limitées
et certaines subventions pourraient devoir être remboursées au gouvernement. Donc là, je disais, vérifier avec un professionnel ou directement avec l'ARC ou le gouvernement du Québec. J'ai pas trouvé plus d'informations là, à ce sujet-là. Si l'enfant demeure résident, oui, tu peux continuer à cotiser selon les règles habituelles, même si tu quittes le Canada, mais là, on tombe dans pour les résidences, quitter, revenir au pays, ça c'est vraiment loin de mon champ d'expertise, là, mais si ton enfant n'est plus résident, en effet, il y a des conséquences avec le REER. Dernière question de Yacine, il dit « Enfin, si je retire l'argent alors que je suis à l'étranger, ça va être quoi le taux d'imposition qui va être appliqué, surtout si nos revenus au Canada sont plus élevés? » Je disais d'abord, le capital que vous allez retirer n'est pas imposé dans le REER, donc l'argent que vous avez mis. Il n'y a aucun impôt de ce côté-là. Pour les rendements et les subventions qui appartiennent à l'enfant, ça va dépendre de son taux d'imposition selon le pays où il va se trouver. Donc, dès que l'enfant a 18 ans, le décaissement du REER se fait selon son taux d'imposition puis selon son pays de résidence. Donc, sinon, si jamais il retire l'argent ailleurs qu'au Canada, ce que je comprends, bien sûr, la façon que j'ai interprété les textes, c'est que vous allez bénéficier d'une imposition plus petite sur les rendements et les subventions. Par contre, il y a certaines règles fiscales qui peuvent varier d'un pays à l'autre et c'est important de vérifier comment sont traités ces revenus-là du REER selon la législation fiscale là, du pays dans lequel vous retirez l'argent. Donc, c'est vraiment dur de répondre parce que c'est pas nécessairement seulement les règles fiscales du Canada qui influencent la réponse que je peux te donner, c'est vraiment le pays dans lequel tu ferais le décaissement. Donc, il me disait merci d'avance pour les réponses et de considérer cette idée de sujet. Merci à toi, Yacine. C'était vraiment un sujet qui m'a pris du temps. Il a fallu que je lise beaucoup ce soir-là, mais au moins j'ai appris des nouvelles choses. Puis c'est vraiment l'objectif là, avec le podcast de toujours continuer mon éducation financière. Question 5, la dernière pour l'épisode d'aujourd'hui, avec Jean-Sébastien qui me dit « Salut, je suis ton podcast depuis un moment. C'est vraiment intéressant et ça m'a donné le goût d'épargner davantage et d'investir. J'avais une question pour toi. Lorsque tu choisis un FNB passif sur Disnat, est-ce que tu privilégies une lettre qui suit le symbole? Exemple, dans le cas de QQQ, qui est un FNB qui suit le Nasdaq, là, tu privilégies le QQQ-UC, QQQ-BB ou QQQ-C. Je suis conscient que tu ne dois rien et je te remercie d'avance si tu me réponds. Merci pour ton podcast. Donc, merci à toi, Jean-Sébastien. En fait, QQQ-U sur Disnat, c'est lui que je privilégie parce que je veux le FNB. Il faut vraiment être prudent là, sur votre compte de courtage, de prendre le bon SIG selon le produit que vous souhaitez. Ce que vous pouvez faire, c'est vérifier le prix du marché avant d'acheter. Donc, je le fais plus maintenant parce que ma stratégie est claire, mais au début, quand je trouvais un FNB, je vérifiais sur Yahoo Finance. Ou quand je trouvais une action, je vérifiais est-ce que c'est vraiment le même prix? Oui, j'ai la bonne action. Le danger sur Disnat, exemple, quand les gens cherchent le FNB cash C, c'est comme ça qu'il s'appelle le FNB de compte épargne, compte à intérêt, épargne élevée, bref, vous comprenez ce que je veux dire, d'Horizon, de GlobalX plutôt, ben ils écrivent cash dans la case recherche, et là, tu as à peu près 40 produits qui sortent, là. Puis cash, ben c'est un FNB. Fait que là, tu as des actions, des fonds communs. Fait que là, faut que tu descendes, tu prends le FNB qui est le bon, qui est caché, le produit Global X. Donc, c'est vraiment important la première fois que vous achetez un produit, de vous assurer d'avoir le bon. Et ensuite, ça va être simple, vous faites juste cliquer transaction avec ce produit-là, puis il est déjà identifié. Donc, la première fois, il faut faire notre devoir de s'assurer que c'est le bon, mais honnêtement, c'est pas si complexe. Mais pour la réponse à Jean-Sébastien, c'est QQQ-U, parce que c'est un FNB américain, donc USU, puis c'est vraiment le bon là, quand tu regardes le prix du marché, là. C'est le genre de réponse là, que je réponds, le genre de réponse que je réponds, le genre de questions auxquelles je réponds quand j'offre des accompagnements, justement, là, quand on navigue les premières fois sur Disnat. Tu sais, c'est le genre d'affaire que, mettons, en ce moment, je me dis, c'est pas compliqué, parce que je l'ai fait. Mais la première fois, je me suis connecté sur Disnat, puis ça doit être la même chose sur d'autres plateformes de courtage. J'étais comme, OK, il y a 40 produits cash, c'est lequel le bon? Un peu stressé les premières fois de faire une erreur. Fait que c'est le genre d'affaires là que. Donc, il n'y a aucune gêne, Jean-Sébastien. Puis s'il y en a d'autres qui posent cette question-là, qui sont mêlés avec des produits, des symboles, c'est normal, là. C'est des questions qui reviennent souvent quand je fais les accompagnements. Donc, merci Jean-Sébastien pour ta question. Et c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on revient à la synthèse d'un livre qui est Too Rich to be Stressed, donc Trop riche pour être stressé, qui a été écrit par David and John en 2022. Et ce jeudi,
3 autres actions qui font partie de ma liste de surveillance depuis mars 2025, soit Monolithic Power Systems, MPWR, Deckers Outdoor Corporation, DECK, et InMode, INMD, bien sûr, qui est la principale position actuellement dans mon CELI. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.